Bonjour à tous, bienvenue sur Temps Long, l'émission politique de Bismart, For Change et Décideur Magazine. Aujourd'hui, notre invité est Pierre-Yves Bournazel. Pierre-Yves Bournazel, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la mairie de Paris, soutenu par Horizon et par Renaissance, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, on va commencer l'émission par deux chiffres qui sont clés. En 2000, sur les 10 premières villes françaises, 4 étaient dirigées par la droite, 6 étaient dirigées par la gauche. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 villes qui sont dirigées par la droite en France. Toutes les autres sont à gauche. On peut se dire que de prime abord, pour être candidat du centre ou de la droite dans une grande ville française, il faut être un peu kamikaze. L'enjeu de cette émission, c'est de voir en fait comment la droite et le centre ont disparu des grandes villes et comment, si possible, ils peuvent retrouver des postes de premier édile. Alors vous êtes, si j'ai bien compris, élu conseiller de Paris depuis 2008. Comment vous avez vu la sociologie de la ville changer, se gauchiser d'une certaine manière? Il y a un phénomène effectivement structurel qui vient des années 90, où il y a des évolutions sociologiques, ce qu'on a appelé la gentrification, la boboisation, c'est-à-dire le départ de personnes issues de milieux populaires qui ont été progressivement remplacées par des classes moyennes, avec une certaine vision d'un certain libéralisme culturel, pour faire simple. Mais je pense qu'il n'y a rien d'inévitable, il n'y a rien d'intangible. Les Parisiennes et les Parisiens que je connais bien sont des femmes et des hommes libres qui aiment profondément leur ville, qui ont envie que ça marche à Paris, que ça fonctionne. Et je porte, moi, un changement, mais un changement positif, qui n'est pas un reniement, une revanche, n'est pas un retour en arrière, qui n'est pas une régression, mais au contraire l'occasion de réparer, de corriger, d'amender ce qui a pu dysfonctionner et surtout d'amener de nouvelles idées, de nouveaux projets et de préparer les Parisiens, préparer Paris à répondre aux défis de l'avenir et améliorer surtout nos vies au quotidien. Et je crois qu'ils sont prêts au changement. Et ce que je sens dans cette évolution sociologique, c'est qu'on est assez libre de son vote, qu'on n'appartient pas à un clan ou à un camp. Et je pense que là, ça fait 25 ans que c'est la même équipe, 25 ans d'un projet qui a été mis en place avec ses réussites et ses échecs. Mais qu'est-ce qu'ils feront de plus en 6 ans qu'ils n'ont fait en 25 ans? Il y a une certaine lassitude et ceux qui se présentent comme les candidats sortants sont plus dans une reconduction de leur pouvoir, dans une conservation du pouvoir, plutôt que d'en faire quelque chose. Et de l'autre côté, on a une offre plus à droite, qui est celle de Madame Dati, pour faire simple, qui est vraiment dans un retour avant 2001. D'ailleurs, elle a des candidats autour d'elle qui étaient déjà des élus et des adjoints de Jean Tibéri. On a une envie de revanche, on voit. Et je pense que ma candidature permet aux Parisiennes et aux Parisiens de ne pas subir ce match du passé contre le passé et d'avoir la possibilité d'avoir une offre nouvelle, une offre pour Paris, une offre pour les Parisiens, pour un maire de Paris à temps plein pour 6 ans. Pour vous, les électeurs dits bobos sont donc volatiles, ils ne sont pas pour toujours captifs de la gauche. En ça, vous vous opposez par exemple à certains sociologues qui disent mais en fait les grandes villes resteront toujours à gauche. Vous êtes sur le terrain, vous remarquez pas ça? Non, je pense que les Parisiens ont envie d'un changement. Je le sens. Je suis un élu de terrain. Je suis élu moi-même du 18e arrondissement. Depuis 2008, j'ai été député de la 18e circonscription de Paris. On dit que le 18e et cette circonscription sont des fiefs inexpugnables de la gauche. J'ai pourtant tissé une relation de confiance. J'ai connu des victoires et des défaites, mais je suis resté fidèle. La fidélité, ça compte pour les Parisiens, surtout pour un mandat de maire. Je crois que la majorité sociologique à Paris, pour construire une bonne majorité politique, c'est le rassemblement de femmes et d'hommes qui peuvent être de la gauche social-démocrate et républicaine, et des hommes et des femmes qui viennent d'une droite modérée, libérale, en passant par toutes les forces du centre, et des hommes et des femmes de la société civile qui peuvent varier entre l'un et l'autre. Je crois que Paris est une ville ouverte, progressiste, humaniste, qui se refuse aux extrêmes, mais ces extrêmes menacent aujourd'hui à Paris d'un côté, qui pèsent sur les candidatures des candidats sortants, d'un côté avec la candidature de Mme Chikirou LFI, qui vient perturber la gauche sur ses valeurs. Et de l'autre côté, on l'a vu il y a quelques jours, Mme Nafo qui propose une alliance avec Mme Dati. Nous, on est clair sur nos valeurs. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas. Je n'accepterai jamais de composer avec quelque forme d'extrémisme ou de populisme d'où qu'ils viennent. Les valeurs républicaines, les valeurs de Paris, ce n'est pas ça. Et je porte ça avec une équipe
Je souhaite que les Parisiens puissent nous faire confiance pour que les valeurs de Paris, les valeurs de la République, les valeurs de notre démocratie soient bien défendues pour les 6 prochaines années. Pourtant, si on pose une question qui pique un peu, vous avez été défait 2 fois aux élections législatives dans votre fief du 18e, où vous êtes très bien implanté, et vous avez perdu contre la quintessence justement de cet extrémisme politique, à savoir Aymeric Caron. Comment vous expliquez cette défaite et comment vous pensez pouvoir justement renverser la vapeur à terme? Vous savez, d'abord, quand j'ai commencé, la gauche faisait 75% dans le 18e. Et depuis que je fais du terrain, elle est largement redescendue. Ça veut dire qu'il y a des femmes et des hommes issus de la gauche qui votent pour moi. Ils m'ont même donné déjà la majorité. Et puis après, il y a eu des vagues nationales assez puissantes. M. Mélenchon a fait 40% chez moi au premier tour de la présidentielle. Et j'ai pourtant bataillé à 51-49 contre M. Caron. Au second tour, normalement, le résultat aurait dû être beaucoup plus large parce que j'ai une partie aussi de la gauche social-démocrate, républicaine, qui a voté pour moi. Donc, je suis capable de parler plus largement qu'à ma famille politique. C'est mon caractère et c'est mon tempérament. Et moi, je n'ai pas choisi la facilité. Je n'ai pas choisi de me présenter pour représenter la droite et le centre dans des fiefs inexpugnables de la droite. J'ai choisi de me présenter là où j'habite, là où j'ai construit ma vie, là où j'ai construit des relations de confiance avec des citoyens qui n'ont pas forcément les mêmes idées, les mêmes engagements sur un plan national, mais qui peuvent se retrouver sur un chemin pour Paris. C'est ça qui compte. Je pense qu'un maire, c'est quelqu'un en qui on a confiance. C'est un point de convergence possible pour des gens qui ne pensent pas toujours la même chose sur les mêmes sujets, mais qui sont d'accord que pour Paris, pour leur ville, pour leur qualité de vie, cette équipe municipale fera un bon boulot. Et je veux être le candidat des solutions à Paris. Je veux parler de logement, je veux parler d'espace public, je veux parler de comptes publics, je veux parler d'attractivité économique, je veux parler de solidarité, je veux parler de culture et de sport. Le maire du quotidien, le maire des solutions, mais un maire qui a des valeurs, un maire qui tient bon, un maire solide sur ses valeurs, qui ne court pas après les extrêmes, qui tiendra bon sur l'essentiel, quand tout peut basculer, quand on voit que certains sont prêts à tout pour gagner les élections. Je préfère perdre les élections que perdre mon âme, mais je vais gagner, parce que je sais que les Parisiennes et les Parisiens sont attachés à ces valeurs-là et qu'il y a une majorité de Parisiens qui se battra et qui ira dans les urnes défendre les valeurs de Paris. C'est très intéressant en vous entendant, parce qu'on voit vraiment que votre cible électorale pour la campagne municipale, on va dire que c'est l'électorat social-démocrate. Vous avez certains de vos collègues qui vont être plus centre-droit, voire droite, qui eux sont... Je parle aux électeurs, à tous les électeurs d'abord, et c'est vrai que mon positionnement me permet de parler à des électeurs sociaux-démocrates et de la gauche républicaine, comme à des gens de droite, des gens de droite modérés qui ne veulent pas l'union des extrêmes droites. Parce qu'on dit beaucoup l'union des droites en ce moment dans le débat politique. Pour moi, ce n'est pas l'union des droites, c'est l'union des extrêmes droites. Quand je vois que Mme Nafo et Mme Dati pourraient s'entendre, je rappelle que Mme Nafo, elle est députée européenne aujourd'hui, qu'elle siège dans un groupe avec l'AfD, le parti des néo-nazis allemands. Il faut quand même qu'on remette un peu les choses en ordre. Et je pense que composer avec ces extrémistes est un danger. De l'autre côté, vous avez Mme Chikirou. Mme Chikirou qui est la candidate LFI. Vous avez vu le débat à l'Assemblée nationale, le débat public voulu par LFI. Vous avez vu la manière dont ils ont décomplexé la parole sur un certain nombre de sujets. C'est extrêmement grave. Ces femmes et ces hommes politiques qui surfent sur les difficultés, qui jouent sur les peurs, qui divisent les Français sont un danger pour Paris. Et je pense que le prochain maire de Paris doit être un rempart contre tous ces extrémismes. Et je souhaite parler à tous les Parisiens qui ne souhaitent pas que leur ville soit l'otage d'alliances dangereuses. Comment vous expliquez justement le succès de LFI, qui est un parti extrémiste, dans une ville qui est quand même censée être progressiste, ouverte? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que d'abord, M. Mélenchon est habile. Il a su prendre le leadership en 2022 lors de l'élection présidentielle de la gauche, puis des campagnes législatives de 2022 et de 2024. Je pense que depuis, beaucoup en sont revenus. C'est ce que je sens sur le terrain. Beaucoup de gens ont voulu envoyer un signal pour l'union de la gauche avec ce la changement, NUPES. vous l'avez senti quand? Je l'ai senti notamment, d'abord, une première secousse, je pense, après le 7 octobre, quand certains LFistes ont considéré que ce n'était pas des actes terroristes. C'est-à-dire qu'on a tué des innocents, des femmes, des hommes et des enfants. Ce n'était pas des actes terroristes pour certains LFistes. C'est une honte. C'est une honte de ne pas reconnaître l'acte terroriste. Je crois que beaucoup de gens sincèrement engagés à gauche se sont dit « ce n'est pas ça la gauche, ce n'est pas ça la République, ce n'est pas ça notre démocratie. L'antisémitisme est un poison ». Et je crois qu'après la dissolution, le comportement d'un certain nombre de députés LFistes, leur virulence,
leurs attaques, leurs petites phrases, leurs sous-entendus se sont multipliés. Et je crois que beaucoup d'hommes et de femmes issus de la gauche se sont sentis trahis. Et qu'aujourd'hui, ils voient bien que les repères changent. Et que ce qui compte, c'est le caractère, le tempérament, les valeurs des hommes et des femmes qui s'engagent, et moins l'étiquette politique. Et il y a une menace avec LFI, avec l'extrême gauche, avec cette gauche radicale, qui n'hésite pas à utiliser le vote communautariste, qui n'hésite pas à faire reculer les principes républicains, d'attaquer même la laïcité, qui est quand même un des piliers de notre République pour qu'on vive ensemble. Et de l'autre côté, on voit un discours d'une droite dure qui est prête à s'allier avec l'extrême droite simplement parce qu'elle pense qu'elle aura des postes avec l'élection de Mme Le Pen et M. Bardella, comme si c'était une fatalité de résignation qu'il soit élu. Non, il y a un autre chemin possible. Mais pourtant, cette stratégie de LFI, si on regarde vraiment au fond des choses, elle marche. À Paris, ils ont gardé tous leurs députés entre 2022 et 2024. Et même chez vous, Aymeric Caron était en ballottage en 2022. Il a été réélu au premier tour en 2024. Pourquoi ils changeraient de tactique? Mais parce que je pense que c'est eux qui ne changent pas de tactique, peut-être, mais les électeurs peuvent évoluer. C'est tout le charme de la démocratie. En tout cas, entre 2022 et 2024, ils n'ont pas évolué à Paris. Non, ils n'ont pas évolué entre 2022 et 2024. C'était une élection nationale, et peut-être qu'il y a eu aussi des raisons, et qu'il faut aussi que les gens plus modérés se remettent en cause. Mais là, ça sera une élection municipale. C'est-à-dire que là, on va s'occuper du quotidien. Je ne sais pas si M. Caron, Mme Obono, Mme Chikirou ont prouvé dans leur engagement leur passion du quotidien. Je suis un élu de Paris depuis 18 ans. J'ai tenu des milliers, voire des dizaines de milliers d'heures de permanence. J'ai écouté, j'ai appris, j'ai compris, je me suis densifié, j'ai évolué sur certains sujets. Ça m'a amené à travailler avec plein de collectifs d'habitants, avec plein de citoyens, avec plein d'associations, avec plein d'entrepreneurs pour réfléchir à la vision d'avenir de Paris, du Grand Paris, de travailler à des solutions très concrètes pour que ça marche en matière de logement et remettre, par exemple, 60 000 nouveaux logements sur le marché grâce à un soutien aux propriétaires, plutôt que de dépenser de l'argent sur la préemption qui coûte très cher, de faire la rénovation thermique pour baisser la facture énergétique des locataires, que ce soit dans le parc social ou dans les copropriétés modestes, pour remettre les logements F et G sur le marché de la location, en les soutenant. On a travaillé sur l'espace public pour des rues enfin propres, en confiant au privé qui sait mieux faire le nettoiement de nos rues, comme à Amsterdam, Stockholm et Londres, protéger les piétons dans ces traversées, travailler l'attractivité économique en faisant un conseil des entrepreneurs et des scientifiques qui, autour du maire et de son équipe municipale, pourront expérimenter, évaluer ce qui est fait pour qu'en matière de soutien au commerce de proximité, à l'artisanat, aux entrepreneurs, aux start-upers, Paris est un temps d'avance. C'est ça être maire. C'est pas l'idéologie, c'est pas les incantations, c'est pas des grands discours. C'est être sur le terrain, c'est être à l'écoute, c'est être humble, c'est être déterminé, c'est être combatif, c'est avoir des solutions, c'est aimer profondément sa ville, c'est respecter tous les citoyens de sa ville, où qu'ils habitent, quelle que soit leur génération, leurs conditions sociales ou leur origine. Et c'est ça être maire. Et je ne vois pas chez les LFistes, dans leur engagement à Paris, dans leur présence, une appétence pour les sujets du quotidien et une envie de changer la vie des Parisiennes et Parisiens. Je vois plutôt une envie de démolir Macron, une envie de démolir la droite, de démolir le Parti socialiste, dans une logique de chaos. Les ingénieurs du chaos sont des gens dangereux. Donc vous êtes candidat centre-droit pour la mairie de Paris, vous êtes un élu qui est enraciné. Quelles seraient vos principales propositions en tant qu'élu de centre-droit et en quoi elles s'opposeraient avec ce qui est mis en place aujourd'hui par la municipalité d'Anne Hidalgo? Je voudrais déjà remettre en ordre de marche Paris. Avec nous, le service public va fonctionner. Il faut que ça marche. Il faut qu'un euro d'argent public soit un euro utilement dépensé et traçable. Donc ça commence par remettre en ordre de marche nos comptes publics. 10 milliards d'euros, vous vous rendez compte, 10 milliards d'euros de dette. Sachant que la France, c'est 40. Oui, mais pour une ville comme Paris, c'est lourd. Énorme. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons réduire le train de vie, l'hôtel de ville. Je vais supprimer toutes les voitures avec chauffeur pour les élus et aux fonctionnaires, supprimer les jetons de présence des élus dans les sociétés d'économie mixte, lorsqu'ils siègent dans les conseils d'administration, supprimer le journal à Paris, ça sera 45 000 arbres sauvés sur une mandature et quelques millions d'euros d'économisés, un journal que personne ne lit. Je vais réduire les frais de représentation, je les limiterai au seul repas, avec des vrais contrôles, fini avec moi les frais de dépenses de coiffure ou des vêtements pour les élus. Je vais débureaucratiser l'administration parisienne, je ne remplacerai pas tous les fonctionnaires et hauts fonctionnaires qui partiront à la retraite pour alléger le poids de la dépense publique de fonctionnement. Je lutterai contre l'absentéisme, qui est un véritable fléau à Paris, en mettant en place une vraie politique de ressources humaines, d'accompagnement social,
psychologique et médical d'agents qui en ont besoin. Le bien-être au travail, c'est aussi sur les temps de pause, la place de la culture et du sport. Il y a du retard à Paris. Je ferai ce bien-être au travail, mais je ferai aussi un contrôle administratif des certificats médicaux, car il y a des abus et je ne l'accepterai pas comme maire. Et enfin, je ferai appliquer la loi, les 35 heures, parce qu'à Paris, on ne travaille pas jusqu'à 35 heures aujourd'hui, ce n'est pas normal. Et donc, il faut un service public plus efficient. Et ces économies vont alléger le poids de la bureaucratie, vont encourager et remotiver les agents de terrain pour un meilleur service public municipal, et ça va nous donner des marges de manœuvre pour investir. On va investir, j'ai parlé tout à l'heure de propreté, de logement, je vais vous parler maintenant par exemple de sécurité. C'est un sujet, je veux être le maire qui coproduise de la sécurité avec la police nationale, et donc je ferai une vraie police municipale. Aujourd'hui, il y a une police municipale qui n'est vraiment pas à la hauteur, non pas que les agents ne font pas leur travail, c'est qu'on ne leur donne pas suffisamment de moyens d'exercer leur mission. Je veux une vraie police municipale, 24 heures sur 24, ce qui n'existe pas aujourd'hui à Paris, 7 jours sur 7, avec un numéro dédié, le 7517. Cette police municipale sera sur le terrain, s'occupera de notre espace public, protégera les Parisiennes et les Parisiens au quotidien, en lien avec la police municipale. On fera de la vidéoprotection pour détecter les personnes qui sont des fauteurs de troubles, pour aider le travail de la police municipale et nationale. Je mettrai en place les travaux d'intérêt général. Tu salis, tu nettoies, tu casses, tu répares. Je mettrai en place également une vraie coopération avec la police des transports. Je me battrai pour la sécurité des femmes particulièrement. Je veux multiplier les arrêts à la demande pour les bus. Je veux travailler avec les plateformes Bolt, Uber, G7 pour que les chauffeurs, des chauffeurs réservés pour les femmes, puissent attendre en bas de leur immeuble pour attendre que ces femmes soient bien rentrées dans leur appartement, qu'elles le signalent quand elles sont en sécurité, pour que le chauffeur puisse ainsi repartir, ou alors agir s'il y a un problème. Voilà, il faut agir, et donc nous avons plein de propositions, plein de solutions sur la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens, pour permettre à notre ville de repartir de l'avant. On a une vision sur le rayonnement et l'attractivité de Paris. J'ai parlé d'économie tout à l'heure, je pourrais vous parler de culture, de transformation écologique de notre modèle, pour que Paris soit une ville exemplaire. J'ai vu ce qui marche ailleurs. Je suis allé visiter les grandes métropoles. Justement, ça c'est très intéressant, ce programme. Comment vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait avec de la veille dans d'autres villes, et si oui, lesquelles? Ou est-ce que c'est des retours du terrain qui vous sont remontés? Les deux. Les deux. Il y a quelques mois, même quelques années maintenant, j'ai monté des groupes de travail avec 367 citoyens, femmes et hommes experts, qui m'accompagnent toujours à la vision d'avenir de Paris, du Grand Paris, aux projets, aux solutions à mettre en œuvre, de manière concrète et opérationnelle, de manière financée, pour améliorer nos vies au quotidien et en même temps améliorer notre vision et la rendre claire, avoir une stratégie pour Paris. Je suis allé voir tous les collectifs d'habitants possibles dans tous les quartiers de Paris pour écouter, pour apprendre, pour comprendre, pour poser des questions, pour prendre des notes et renforcer ma détermination et mon projet. Je suis allé voir ce qui se passe dans les autres métropoles. J'ai non pas copié, parce que les tissus urbains sont trop différents, voire les cultures, mais s'inspirer de bonnes pratiques, s'inspirer de politiques publiques qui marchent. Je suis allé à Londres, bien sûr, je suis allé à Milan, je suis allé à Stockholm, je suis allé à Copenhague, je suis allé à Barcelone, à Madrid, je suis allé voir. Des villes qui sont social-démocrates pour la plupart d'ailleurs. Et qui confient parfois au privé, comme je veux le faire, le nettoiement de nos rues, parce que c'est plus efficace, qui mènent de bonnes politiques en matière d'accompagnement des personnes les plus précaires, qui ont des politiques pragmatiques pour travailler avec les propriétaires, ce que je veux faire à Paris pour leur redonner confiance. Je ferai un PAC 100% garantie paiement des loyers. Je permettrai aux propriétaires d'être rassurés et sécurisés pour remettre leurs biens sur le marché, parce que s'il y a des impayés ou des dégradations, la ville pourra intervenir grâce aux économies qu'on aura réalisées sur la technostructure et sur les préemptions que je vais arrêter, sauf pour l'insalubrité. Voilà, une ville mieux gérée, une ville où on dépense moins sur le fonctionnement, mieux sur l'investissement, où on n'a qu'un seul objectif, l'amélioration de la qualité de vie au quotidien, avec une vraie vision stratégique pour permettre à notre ville d'être attractive et dynamique. Je remettrai comme priorité aussi l'accès du logement pour les personnes qui travaillent à Paris. Je pense à nos travailleurs essentiels dans le service public, les aides-soignants, les infirmières, les policiers, les enseignants. Je pense aux femmes et aux hommes qui travaillent dans nos commerces, dans nos entreprises, qui ne gagnent pas assez pour aller dans le privé et qui vivent à 1h30 de Paris, qui font 3 heures de transport par jour. Je leur donnerai la priorité d'accès au logement de la ville, pour que notre ville soit une ville attractive et qu'on puisse avoir dans notre ville des hommes et des femmes qui s'épanouissent et qui travaillent et qui nous permettent de tenir debout. Alors j'aimerais aborder la question du logement social. Avant, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez sur Sarah Knafo. Effectivement, elle est d'extrême droite. Effectivement, son parti siège avec l'AfD au Parlement européen. Mais est-ce que vous pensez vraiment
que cette ligne politique-là, elle peut percer dans une ville comme Paris? Est-ce que vous ressentez ça sur le terrain? Écoutez, en tout cas, M. Zemmour a fait des scores à la présidentielle qui comptaient dans certains arrondissements de l'ouest de Paris. Mme Knafo est parisienne, si je comprends bien. Elle s'intéresse à la capitale. C'est elle-même qui a dit dans un journal qu'elle souhaitait cette alliance avec Mme Dati. Il n'y a pas eu d'ailleurs de déni ou de refus de Mme Dati. On aurait aimé qu'elle dise non, je ne pactiserai jamais avec l'extrême droite. Et donc, le cumul dans les sondages aujourd'hui des scores de l'extrême droite, c'est 15% à Paris. Donc ça pèse. 15%? Oui. Ah, avec le RN? Avec le RN, oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut être absolument imperméable. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal. Il faut être clair dans ses propos, clair sur ses valeurs, clair sur ses fondamentaux. Ce qui est paradoxal d'ailleurs avec l'extrême droite à Paris, c'est qu'en France, globalement, elle fait ses meilleurs scores dans les catégories populaires, dans ce qu'on appelle la France périphérique. À Paris, on a l'impression, et c'est même pas une impression, hein, c'est des faits, que les meilleurs scores sont dans les arrondissements les plus CSP+. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment ça s'explique? Je dirais que dans les quartiers populaires à Paris, il y a un brassage d'origine et social très fort qui fait que, évidemment, on est moins perméable là aux idées de l'extrême droite qui diffuse quand même un message de haine de l'autre et de repli sur soi. En revanche, il existe aussi une droite ultra à Paris, qui est minoritaire et tant mieux, ultra conservatrice, et on le voit avec M. Zemmour, Mme Knafo, avec des alliances à l'échelle européenne, avec les partis les plus durs, les plus extrêmes. Donc en parlant de l'extrême droite, des logements sociaux et du brassage social, vous m'amenez à la question que j'avais envie de vous poser. Il y a une sorte de tarte à la crème dans le discours politique à Paris qui consiste à dire, finalement, la droite a perdu Paris pour toujours à cause de l'augmentation du nombre de logements sociaux. Il y avait 13% de logements sociaux, je crois que c'était en 2001. On est à 25 aujourd'hui. L'objectif est à 30% en 2030, si je m'abuse. C'est-à-dire que finalement, il y a tellement de logements sociaux à Paris, donc tellement d'électeurs de gauche, que le centre et la droite sont définitivement écartés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet état de fait ou pas? Non, je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, ça serait prendre les habitants des logements sociaux pour des gogos. Ça veut dire qu'ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes, qu'ils n'ont pas le droit de se faire leur propre avis politique. Je les rencontre beaucoup dans tous les arrondissements. Je suis même l'auteur de propositions très fortes pour améliorer leur qualité de vie, notamment en disant qu'il faut arrêter de faire du chiffre en matière de logement social et arrêter la préemption qui coûte jusqu'à 250 millions d'euros par an et réinvestir plutôt pour la rénovation thermique et la qualité de vie des gens qui habitent déjà dans les logements sociaux. Car quand je vais rue du Simplon, par exemple, dans mon cher 18e arrondissement, je rencontre des familles qui payent 500 € de facture énergétique par mois. C'est un problème. Je préfère qu'on rénove leur logement, c'est bon pour la planète, ça sera bon pour leur pouvoir d'achat. Et je pense que c'est l'honneur des élus de faire d'abord de la qualité avant de rechercher toujours de la quantité. Moi, je suis pour, contrairement à Mme Dati, je suis pour qu'il y ait du logement social à Paris. Contrairement à Mme Delgou, je ne suis pas pour tout logement social. Je suis pour du logement social bien entretenu, avec des femmes et des hommes qui travaillent à Paris en priorité d'accès de ce logement. Ce qui est déjà le cas. Non, on a malheureusement beaucoup inversé les choses. Je souhaite rééquilibrer les choses. Il faut aider les personnes qui vivent des revenus d'assistance, bien sûr, c'est normal, mais il faut aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui vivent de leurs revenus de travail dans les logements de la ville de Paris. Là, il y a un déséquilibre aujourd'hui. Je veux rééquilibrer les choses. C'est pour ça que je veux donner une nouvelle priorité sur la prochaine mandature aux travailleurs essentiels pour l'accès au logement de la ville. C'est une question pour moi de justice et de mérite. Donc pour vous, très concrètement, quand vous êtes en campagne, vous êtes aussi bien accueilli, entre guillemets, dans les quartiers bobos autour de Montmartre que dans les quartiers de logements sociaux plus vers le périphérique. Vous voyez pas de différence d'accueil? Je dois vous dire que je me sens plutôt bien accueilli partout. Du 12e au 16e, du 18e au 14e, en passant par Paris-Centre. D'abord, peut-être que je suis moins clivant, peut-être parce que je suis plus sur les idées, sur le fond, et je crois que j'ai tissé une relation de respect, de confiance avec les Parisiens. Même, j'ai parfois des gens qui me disent « je ne suis pas d'accord avec vous sur le plan national, mais je vous respecte, je m'interroge pour Paris, je peux voter pour vous, parce que je vois qu'il y a une démarche qui est sincère, qui est cohérente, ça fait des années que vous le voulez, vous avez un projet, vous êtes prêt à être maire. » Et c'est un peu ce que je veux démontrer dans cette campagne, c'est qu'il y a une solution pour Paris, pour 6 ans à temps plein, d'une équipe solide, qui est solide sur ses valeurs, honnête dans son engagement, qui saura bien gérer l'argent public pour améliorer les vies du quotidien.
Je regarde le chronomètre, il nous reste encore 3 minutes, c'est l'occasion de poser la dernière question. J'ai sous les yeux des chiffres qui viennent des notaires de Paris. En 2002, 16% des nouveaux acquéreurs étaient ouvriers ou employés. Aujourd'hui, c'est 5%. C'est-à-dire que Paris, comme on disait en début d'émission, se gentrifie, sans bourgeoise. Dans l'imagerie populaire, embourgeoisement dit vote à droite. À Paris, ça se réduit par vote à gauche. Comment on peut expliquer ce paradoxe ? D'abord, je trouve qu'il est caricatural de faire bloc bourgeois contre bloc populaire parce qu'on voit bien que depuis des années, tout ça n'a plus de sens. La droite a un électorat bourgeois, mais un électorat populaire, et la gauche a un électorat bourgeois et parfois populaire, mais de moins en moins quand même. Voilà. Donc je pense que on a beaucoup voté à gauche à Paris contre la droite, parce que la droite apparaissait conservatrice. C'était la droite des affaires, c'était la droite du passé. Et c'est pour ça que je veux offrir aux Parisiennes et aux Parisiens le choix d'un changement qui ne soit pas celui du passé, mais celui de l'avenir. D'un changement positif qui puisse rassembler une majorité sociologique de Parisiennes et de Parisiens, qui ne doivent pas être l'otage des deux clans qui se tapent dessus sans arrêt au Conseil de Paris, de ceux qui veulent conserver leur héritage, qui sont là depuis 25 ans et qui disent la ville est à gauche, elle est à nous sommes propriétaires, et de l'autre ceux qui disent c'était mieux avant 2001 et on va vous remettre à peu près la même équipe et c'est la revanche. Je pense que Paris est une ville qui mérite des élus propres, des élus honnêtes, des élus qui aiment profondément leur ville, des élus avec un projet, qui vont servir sans sectarisme la ville et qui vont amener des solutions au quotidien. Et donc ça, je pense que ça parle aux uns et aux autres et qu'il faut sortir de ce manichéisme des blocs bourgeois et des blocs populaires. Quand on aime sa ville, on respecte tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions sociales. Et moi, je ne serai pas le maire d'un bloc, je serai le maire de Paris, le maire de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens, parce que je pense que les Parisiens aspirent à la réconciliation et à l'apaisement de la gestion de leur ville. Donc d'une certaine manière, la carte à jouer, c'est la carte libérale, mais libérale intégrale, c'est-à-dire sur le plan économique, mais aussi sur le plan sociétal. Je ne sais pas si je suis libéral, mais je suis un amoureux de la liberté. Merci beaucoup, Pierre-Yves Bournazel. Merci.